Allons reprendre la séance. Le titre, c'est Investissement R plus D plus I, la science moteur de l'économie. Nous aurons l'occasion de voir comment va ce moteur, si l'essence fonctionne bien, si c'est 95, 96 ou si c'est du diesel, ce que nous sommes en train de mettre en Espagne et en Europe. Comme la table précédente, nous écouterons des présentations courtes, 10-15 minutes. Il y a une personne de plus à la table. Là, nous devrons respecter le temps puisque nous devons terminer à 14 heures. Nous écouterons donc les interventions, puis nous aurons le colloque et peut-être nous pourrons écouter des questions du public à la fin de la matinée. Donc des présentations courtes des rapporteurs parce que vous avez les curricula de tous. Et puis en rentrant dans Google, vous pouvez obtenir toute l'information que vous souhaitez. Donc nous allons commencer par Carlos Martínez Alonso, chercheur au Centre national de biotechnologie, ex-secrétaire d'État de la recherche et également ex-président du Conseil supérieur de la recherche scientifique. Merci. Comme les personnes qui m'ont précédé, je voudrais remercier à la Fondation Carlos Diamberes de m'avoir invité à participer à cet acte. Je regrette de ne pas avoir de diapositives. Je me souviens qu'à Salamanque, il fallait parler le latin. Je pense qu'il n'y aura pas ce fondamentalisme et que sans PowerPoint, je pourrai également faire ma présentation. Et je vais commencer à partir d'une optique presque évidente. Mais parfois, il faut répéter le même message parce que le monde est plein de sourds. Je vais présenter une vision historique de ce qu'a représenté la recherche, la génération de la connaissance, qui a été la force la plus importante pour libérer l'humanité des craintes, des peurs de la nature. Nous avons compris les lois qui gouvernent le monde dans lequel nous vivons et donc nous sommes de plus en plus capables, pas seulement de prédire, mais également de participer à l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Il suffirait de dire, par exemple, que toute la connaissance que nous avons actuellement a été engendrée par l'accélération de la connaissance. Et si on fait une étude algorithmique, eh bien tout cadre pratiquement pendant les 50 dernières années, ce que nous connaissons actuellement. Et si à partir de ce graphique que nous superposons le temps et la complexité, les deux graphiques coïncident exactement. Il y a donc deux messages que je voudrais envoyer. D'abord, la croissance, ou plutôt la capacité de générer la connaissance est exponentielle actuellement. Et deuxièmement, cette capacité se trouve associée à un niveau extraordinaire de complexité. Et la seule façon, croyez-moi, la seule façon qu'a l'espèce humaine de comprendre la complexité et développer de nouvelles connaissances, c'est l'éducation et la recherche qui ne vont pas très bien dans la situation actuelle, puisque ne sont pas les piliers fondamentaux d'un pari futur. Et cela crée des incertitudes auprès de certains membres de la communauté scientifique. Par ailleurs, cette connaissance n'a pas seulement servi pour que nous ayons pu identifier des lois, que nous ayons un monde meilleur, mais cela a été également fondamental pour promouvoir le développement économique. Et il y a une multitude de données, je n'entrerai pas dans les détails, mais il suffira de mentionner certains. Chaque euro investi en R plus D plus I produit comme retour produit une quantité importante. Aux États-Unis, dans les années 50, aux États-Unis, un pourcentage très important est précisément dû au pari R plus D plus C. 1%, cela augmente entre 0,5 et 0,7 de PIB. Et une donnée très intéressante dans le monde global dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'aux États-Unis, une grande partie de sa croissance économique précisément est due à la connaissance générée par les
les pays les plus riches du G5. Donc on ajoute un autre point sur lequel je voudrais revenir. Ce que génèrent certains permet d'améliorer la compétitivité et la croissance économique dans les pays qui ont le plus de capacité. C'est-à-dire que si nous ne participons pas à la connaissance, si nous ne sommes pas capables d'adapter ces connaissances, eh bien nous serons de plus en plus en retard. Une donnée importante une donnée importante, l'information qui vient depuis l'Homo sapiens jusqu'en 2003 est 1 million, 2 millions de gigabytes tous les 2 jours environ. En 2010, ce sont les dernières données, une information que nous avions générée 35 trillions de gigabytes. Ce que je voudrais ajouter, c'est que si nous ne sommes pas capables d'assimiler cette information et de la transformer en connaissance, et c'est là que réside, je crois, un des défis les plus importants de notre société, eh bien, de nouveau, si nous ne sommes pas capables de faire cela, nous nous trouverons déplacés par rapport aux pays qui prétendent être maîtres de leur futur. Comment cette connaissance se transforme ? Comment cette connaissance se transforme en croissance, en développement économique ? Il y a 2 stratégies claires. D'une part, le système public, et en Espagne, nous avons notre administration générale de l'État et les communautés autonomes et l'Europe. Et c'est vrai que nous sommes en plein débat. Et l'Europe et par ailleurs le secteur privé qui également est important. Dans la précédente table ronde, on a parlé de différences. Pas seulement l'Europe par rapport aux pays les plus compétitifs comme le Japon et la Chine, qui n'a pas été mentionné mais qu'il ne faut pas oublier, et les États-Unis, et deuxièmement les différences qui existent entre les différents pays. Et finalement, à part les systèmes publics, il y a l'initiative privée et la société. La société est aussi responsable que les deux autres institutions mentionnées pour contribuer à la connaissance et à la transformation. De nouveau, en Espagne, le mécénat, ce n'est pas un aspect qui contribue de façon significative à la contribution de la génération de connaissances, surtout si l'on pense à 2 pays autour de nous, les États-Unis et la Grande-Bretagne. 2 fondations Wellcome Trust aux États-Unis et Wellcome Trust aux États-Unis et une autre, eh bien, contribuent de façon importante et de façon très sélective, plus que les fonds publics. Donc, dans notre pays, nous avons un autre déficit et nous devrions nous adapter à ces nouveaux temps qui s'approchent. Qui sont les auteurs? Comment cela s'exécute? Eh bien, les ressources humaines. Sans chercheurs, il n'y a pas de génération de la connaissance, il n'y a pas de recherche. Une fois de plus, là, nous avons de sérieux problèmes en Espagne, pour ne citer qu'un des cas qui probablement sera cité dans la présentation par d'autres membres de la table et lors du débat, un système d'incorporation des jeunes, ce qui est absolument fondamental pour 2 raisons. D'abord, parce que ce sont eux qui vont résoudre et générer l'avenir. Et parce que dans le cas de l'Espagne, le système de R+D+I est vieilli. Il y a eu une génération qui est sur le point de prendre la retraite. Certains ici ont déjà pris la retraite et à un moment donné ont participé à créer un système de R+D+I, mais plus que jamais, nous devons incorporer des jeunes, du talent. Il ne s'agit pas d'éviter la fuite de cerveau, c'est un débat qui n'a pas de sens. Ce dont il s'agit, c'est d'attirer du talent vers ce pays. Et il est nécessaire de respecter 2 conditions. D'abord, de disposer d'infrastructures qui permettent à ce talent de se développer des technologies et de la connaissance, qui ouvrent les nouvelles frontières de la connaissance. Beaucoup de choses que nous utilisons, le laser, la téléphonie mobile, n'étaient même pas prévues, mais c'est le fruit de la connaissance
créateur a été capable de transformer en innovation et générer de la richesse. Si nous ne disposons pas de ces infrastructures, très difficilement nous ne serons capables d'attirer le talent dont a besoin l'Espagne et l'Europe. Par ailleurs, nous avons besoin de financement. Sans financement, et je me souviens de mon étape dans le gouvernement, on me disait il faut être créateur. Bien sûr qu'il faut l'être, mais même si on est très créatif, si on n'a pas d'investissement, il sera très difficile d'être compétitif. C'est vrai que nous avons les ressources qu'apporte le pays et que nous devons avoir accès également aux ressources provenant de la Commission. Et ce matin, nous avons entendu parler des fonds que l'on prévoit qui pourraient être utiles à l'horizon 2020. C'est vrai que l'Espagne, la communauté scientifique, s'est beaucoup améliorée, a fait de grandes améliorations depuis la mort du dictateur, sans aucun doute. Mais c'est vrai aussi que quand on analyse le niveau de productivité, nous sommes en train d'arriver à un plateau. Nous continuons à produire grâce certes à la générosité de cette génération de scientifiques auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Nous sommes passés d'être dans le rang 30 et quelques à être actuellement au 9e rang. Ceci dit de cette manière, cela pourrait sembler de la complaisance. Loin de là. Nous sommes au 9e rang en termes de production, en termes de masse, mais nous ne le sommes pas en termes de qualité. Et le défi, sans aucun doute, c'est contribuer à créer de la qualité. Et cela n'existe ni en Espagne ni en Europe. C'est un des objectifs de l'horizon 2020. C'est précisément de doubler le nombre de publications que la communauté scientifique européenne inclura entre les 1% des publications les plus importantes. Parce que nous sommes deux fois en dessous, sinon nous comparons au Royaume-Uni et au Japon. Voilà un objectif. Un autre objectif, c'est de contribuer. Un des grands déficits que nous avons eu, c'est le financement de la recherche, parce qu'elle ne peut pas seulement être financée grâce à l'administration publique ou le mécénat. En Espagne, il y a un grand déficit et les derniers chiffres disent que le financement de l'initiative privée est insuffisant en Espagne, très loin du 80% qu'il y a aux États-Unis ou ce que l'on trouve dans certains pays du Nord et du Nord. C'est là encore donc un des objectifs de l'horizon 2020, faire en sorte que le financement moyen de l'initiative privée en Europe passe de 49, qui est la moyenne des 27, passe au moins à 65, qui est le niveau qu'a la Chine actuellement. Ce que finance l'initiative privée actuellement. Et finalement, pour terminer, ajouter que atteindre ce niveau de compétitivité nécessite sans aucun doute une stabilité du cadre budgétaire d'abord et ensuite une politique scientifique appropriée. Et là, je voudrais revenir sur les mots de notre sage, de notre prix Nobel espagnol, Santiago Ramón y Cajal, qui déjà en 1906, un des premiers en Europe, le premier espagnol en tout cas, a parlé de la nécessité des États pour s'impliquer dans la génération de la connaissance. Nous n'avons pas appris encore la leçon. Il faut du financement et cette reconnaissance doit être maintenue de façon stable. Parce qu'en Espagne, nous sommes habitués à de grands départs, mais à des arrêts soudains. Espérons que notre futur sera partie de l'histoire, sera plus clairvoyant en ce qui concerne la continuité d'un cadre qui n'a pas à croître à un rythme de 25%, mais d'une façon soutenue, comme le font le reste des pays avec lesquels nous vivons. En plus de coopérer, c'est la base de la science, nous devons également être compétitifs. Hablaremos de esto después. Maintenant, c'est Enrique Guerrero, eurodéputé, secrétaire général du groupe socialiste du Parlement européen pendant longtemps. Il a eu plusieurs postes au ministère de l'Éducation espagnol. Il a même été secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la Science. Enrique, vous avez la parole.
Après ces départs fulgurants avec des arrêts comme des ânes, j'espère qu'après le départ fulgurant de notre collègue, je ne vais pas être une espèce d'âne qui m'arrête. L'avenir est dangereux. J'espère qu'il n'y aura aucun représentant de l'Académie de l'Histoire lorsqu'il a parlé de la mort du dictateur. C'est contre l'article qui se trouve dans le livre espagnol. J'avais préparé une partie de l'intervention à laquelle je ne veux pas renoncer, en disant que la science, c'est le progrès de l'humanité. Je vais être plus bref et je vais parler simplement du présent et de l'avenir, pas du passé. Un des grands défis que nous avons à présent et que nous aurons dans un avenir immédiat ne peut se résoudre sans apport de la recherche et de la science. Quant à la climatologie, nous sommes en train d'avoir... nous nous demandons si nous aurons un avenir à cause de la climatologie. Il faut penser à l'eau, il faut penser au climat. Tout ceci pèse sur l'avenir de l'humanité, tout comme les progrès scientifiques. Là, dans le volet social, nous avons les problèmes du vieillissement, les politiques sociales, qui sont de plus en plus chères, justement dues à ce vieillissement. Tout ceci doit être résolu dans le cadre de progrès continu, dans le cadre de la recherche. 60 ans après la naissance du projet européen, la lutte pour l'énergie est à la base de presque toutes les grandes guerres, l'énergie ou l'eau. La première esquisse de l'Union européenne, c'est la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est la façon de mettre en commun les provisions énergétiques de la France et de l'Allemagne pour éviter les confrontations historiques depuis la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui est en jeu? En termes de la science pour l'avenir de l'humanité, l'avenir va être meilleur grâce à la science. Mais est-ce qu'il faut être sûr qu'il y ait un avenir, une stabilité dans cet avenir? C'est très important pour l'Europe, parce que l'Europe n'est pas très peuplée. Nous sommes 7% environ de la population mondiale, et nous serons de moins en moins nombreux en Europe. À l'avenir, notre économie continue à participer d'une façon importante dans l'économie mondiale, 20-25% du PIB. Nous serons et nous aurons des chiffres moindres également. Mais nous voulons continuer à être une union économiquement compétitive, structurellement coopérative et socialement solidaire. Pour pouvoir atteindre ces trois piliers, compétitivité, coopération, solidarité, c'est Jacques Delors qui aimait bien cette définition pour le projet européen. Pour ce faire, nous avons besoin de lutter dans un marché où nos capacités ne seront fortes que si nous les relions à notre progrès scientifique, à l'innovation, à l'imagination, à la créativité dont parlait Carlos, et en utilisant les moyens nécessaires pour que cette créativité, cette cumul des connaissances de la civilisation européenne puisse continuer à lutter dans le monde, également en termes économiques. Où en sommes-nous maintenant? Nous nous trouvons à l'étape suivante. Ce que nous devons faire, en quelque sorte, court des risques. Il y a la crise économique qui est vécue par l'Union européenne et qui dure depuis quelques années. Cette crise a fait mourir certains des progrès obtenus par l'Union européenne, a porté tort à la compétitivité européenne dans le monde entier, a réduit tout l'effort en recherche et développement, non seulement en Espagne. C'est toi qui es la première personne qui subit
justement ces réductions. Je dois souligner que j'avais été directeur adjoint dans le cabinet de Zapatero lors de la première législature. Législature magnifique du point de vue de l'augmentation des montants alloués à la recherche et développement. Quand moi je travaillais à Moncloa, tout marchait bien. Que personne ne le dise, mais je suis partie au Parlement européen et alors la crise économique est arrivée et ni Rajoy n'est en train de pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et je passe au point suivant. Et c'est la raison pour laquelle on m'a invité ici et je vous remercie de cette invitation. Et c'est quelle est la position du Parlement européen par rapport au cadre financier pluriannuel pour tout ce qui a trait au programme cadre de la science pour 2020. Il faut d'abord souligner, et ce n'est pas gratuit, et cela est un point positif, que la personne qui au sein du Parlement européen, l'eurodéputé qui au sein du Parlement européen s'occupe de la rédaction du rapport du Parlement sur la proposition de la Commission et qui donc fait les négociations appropriées, c'est notre eurodéputé des Baléares qui est responsable de ce rapport. Mais ce n'est pas la dernière fois ou la seule fois que le Parlement européen s'est manifesté à ce sujet. Il y a eu des rapports précédents. Je vais en citer 3. Le rapport Carvalho, Audy et Mathias. Et le Parlement reconnaît que ces rapports ont été recueillis dans la proposition de la Commission. Le Parlement souligne certains points importants, positifs dans la proposition de la Commission. Je vais en souligner quelques-uns. Tout d'abord, que tout soit intégré dans un seul programme, depuis la recherche fondamentale jusqu'au marché. Donc, il faut qu'il y ait une logique d'intégration dans un seul effort. Qu'il y ait un appui plus fort à la recherche d'après les défis sociaux et mondiaux, qu'il y ait une plus grande approche vers la compétitivité pour augmenter la valeur des industries européennes, que l'on augmente les opportunités offertes aux scientifiques, que l'on insiste sur la multidisciplinarité, qu'il y ait plus d'innovation et plus de simplification. Teresa Riera, c'est notre députée, est bien impliquée et souligne les points que je viens de citer. Point positif dans la proposition de la Commission. Le Parlement, à son tour, veut que l'on continue à débattre de la sujet avec des propositions plus larges sur certaines questions. D'abord, un budget plus ambitieux. Le Parlement va demander qu'au lieu d'avoir 80 milliards, on arrive à 100 milliards d'euros. Je n'ai pas le temps d'entrer sur le débat qui existe. J'en sais plus à ce sujet, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Le budget de l'Union est un budget rachitique. Je ne dis pas le cadre financier pluriannuel, je parle du budget qui est rachitique, qui ne représente que 1% du PIB de l'Union européenne. Il y a plusieurs États membres qui sont partisans de réduire ce budget même. Le Parlement, au contraire, est favorable à un budget plus ambitieux parce que si le budget est petit, les priorités seront petites. Il n'y a pas de priorité forte au sein de l'Union, mais il faut faire attention à cette question. Le monde scientifique est bien au courant de cette question et dans le débat quant aux perspectives financières 2014-2020, il y a deux comportements
très négatif a priori dans le domaine de la recherche, l'innovation. D'abord, il faut satisfaire tous les États. C'est comme ça, ils auront de l'argent sans discuter des termes. Par exemple, la PAC et d'autres sujets de la sorte. Deuxième point. Au sein de cette dynamique, les États membres discutent bien plus de la quantité que de l'attribution des ressources pour des politiques concrètes au-delà de la PAC. Donc, lorsqu'il y a une négociation qui commence, s'il y a un accord entre les États membres, il y aura peu à pouvoir donner à d'autres volets. Mais il y a des politiques qui ont vraiment peu d'allocations et ceci est assez grave. Il y a un débat également important quant au financement de ces projets. Ceci est financé grâce aux États, ce qui favorise les États parce que ce sont eux qui donnent leur part correspondant à leurs ressources. Le Parlement est favorable à ce que l'on utilise des ressources propres, que l'Union européenne ait ses propres ressources de financement grâce à plus de TVA, par exemple, grâce par exemple, aux taxes sur les transactions financières, les TTF, à travers plusieurs mécanismes qui pourraient doter l'Union de plus d'argent, qui réduirait les discussions internes entre les États. Donc, le Parlement demande plus de budget, un budget plus équilibré. De fait, littéralement, le rapport, qui est un rapport provisoire, dit que le cœur de l'horizon 2020 doit continuer à être transnational avec des projets de recherche et développement en collaboration et pré-compétitifs de dimension moyenne et en voulant que les résultats de ces recherches aient des retombées pour toute l'Union. Quel est le risque? Face au manque de ressources, les grands continuent à pouvoir parier, les moyens se séparent, la polarisation interne de l'Union augmente et à la fin, il y aura des recherches à dimension nationale, bien que ce soit avec des fonds européens, et moins de recherche transnationale ou de recherche qui essaie de progresser pour l'Union entière. Ce rapport souligne la recherche d'un rendement immédiat et la recherche fondamentale. C'est un débat classique. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Mais il faut être un peu pédant parfois dans ce genre de réunion. Je me souviens d'avoir lu le livre de François Jacob, Statut intérieur, un livre que je recommande à tout le monde, qui disait que dans une recherche, quand on trouve ce qu'on cherchait, c'est une recherche de routine qui n'est pas importante. Les recherches importantes sont celles qui trouvent quelque chose qu'on ne cherchait pas ou lorsque cela dément complètement ce que l'on allait chercher. Donc, la recherche fondamentale, c'est une recherche... la recherche de base est une recherche fondamentale, se corrige l'orateur, pour le progrès de la science. Mila Candela ne va pas protester, j'espère. Ma femme est professeure de génétique. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jacob. Depuis ce qu'a dit Jacob et de ce qu'ont dit Jacob et Monod, j'ai beaucoup lu à ce sujet. Je vais conclure. Le rapport souligne le risque suivant, qu'il n'y en ait que très peu qui puissent être les seuls à faire de la recherche de l'Union et fassent une recherche centralisée.
On souligne également qu'il faut des objectifs quantifiables pour comparer la mise en œuvre à l'horizon 2020 pour l'évaluer sans cesse. Ce sont des objectifs qui permettraient d'augmenter le PIB, la compétitivité en termes d'importation et exportation des entreprises européennes, emploi, nombre d'organisations impliquées dans la recherche, entreprises, brevets, etc. J'en arrive à la fin, ne t'en fais pas. Et certaines des personnes ici présentes devront savoir que c'est une lutte constante de garantir et améliorer l'emploi des chercheurs si nous voulons parier sur les ressources humaines qui sont un point fondamental. Et Carlos a parlé également d'une plus grande implication du secteur privé d'après les données que j'ai ici. Depuis 5 ans, la participation du secteur privé au sein de l'Union européenne a augmenté de 1,3%, alors que la publique a augmenté de 1,4%. On tenant compte que la publique se trouve en processus de crise et de réduction. Il y a donc une asymétrie entre la participation publique et privée. En général, dans le programme cadre 7, dans le programme antérieur, se corrige l'orateur, la participation privée avait diminué alors que l'implication de la société est très importante. Je vais finir par souligner le point suivant. Je ne sais pas si c'est normal dans le domaine scientifique. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait utiliser. Le montant total de la recherche en Espagne équivaut plus ou moins au budget de la Ligue de football espagnole dans les équipes de football de la première division. C'est une donnée qui définit parfaitement notre pays et cela nous préoccupe. Lorsque la somme du budget de clubs de football Barcelone, Valencia, Madrid, etc. représente le montant total de la recherche, du développement et l'innovation d'un pays qui est la 4e économie de l'Union européenne, ça c'est une question qui doit nous faire réfléchir. C'est tout, merci. Peut-être également cela sera commenté au débat. Nous allons écouter maintenant Félix Roth, chercheur du think tank CEPS de Bruxelles, co-auteur de l'Europe 2020, la stratégie Europe 2020. Est-ce que la compétitivité de l'Europe peut être maintenue? Merci de m'inviter à participer à ce deuxième panel. J'ai avec moi ce livre concernant la stratégie de l'Union européenne. Je vais parler du chapitre concernant l'innovation et je vais présenter quelques données concernant le capital intangible, une nouvelle définition, une définition plus large de l'innovation auquel j'ai travaillé ces 4 dernières années dans le cadre du programme cadre financé par la Direction générale de la recherche. Je sais que l'écriture est petite, enfin je vais tout de même présenter des diapositives. La dépense R+D avec la Chine, les États-Unis, les 7 pays de l'Union européenne ces années, et ce que nous voyons. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une augmentation linéaire dans les 7 pays de l'Union européenne. Dépense 264 milliards pour les pays de l'Union européenne en dollars constants de l'année 2000 et en termes de pouvoir d'achat. Mais nous voyons que dans le cas de la Chine, la situation est très différente parce qu'ils ne vont pas seulement investir de façon linéaire mais exponentielle. La croissance de l'investissement est exponentielle. Si nous voyons les chiffres et on verra qu'ils vont investir plus, même autant que les États-Unis et plus que les 27 pays de l'Union européenne. La stratégie de l'Union européenne 2020, avec cette nouvelle dimension de la recherche, dit que 3% du PIB doit être investi en innovation, en recherche et développement.
Et ils ont pris les données de la stratégie de Lisbonne. Nous voyons ici les données, un R+D qui inclut les 3 secteurs, le secteur de l'entreprise, du gouvernement et l'éducation supérieure. L'idée était d'investir 3% pendant 10 ans, 2000-2010, 3%. Nous voyons qu'il y a eu une augmentation, mais très faible, 1,60 et quelques à 2,01. Et donc, on n'a pas respecté le critère de 3%. Mais si nous voyons ces données, si nous faisons une projection, nous voyons que l'augmentation est réellement très petite. L'augmentation que l'on voudrait faire est de 2-3%. Mais si les choses restent telles quelles, nous n'atteindrons jamais l'objectif prévu en 2020 en innovation si on n'investit pas davantage. Nous allons maintenant parler du capital intangible. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est. Un groupe de chercheurs aux États-Unis, pendant les années 2005-2009, ont publié une série d'articles très intéressants. Et ils ont commencé à parler d'un nouveau type de définition de l'innovation. Ce n'est pas simplement l'innovation à base scientifique, même si c'est très important pour la partie production, fabricants de voitures, industrie chimique, etc. Ils voulaient une définition de l'innovation qui inclut également le secteur service. Et il y a maintenant des indicateurs software innovation qui inclut plus des scientifiques et non scientifiques. Dans la scientifique, nous avons le budget de l'Europe 2020 et également ils ont inclus d'autres choses. Lisons la diapositive. Nous voyons ce que dit la stratégie 2020 de l'Union européenne. Ici, conception architectonique par exemple. Si nous comparons les compétences économiques, par exemple formation du personnel, combien investit l'entreprise pour former son personnel, le capital, c'est-à-dire combien on dépense pour la restructuration, et si on voit également les dépenses en marketing et en publicité, eh bien nous pouvons voir ici que le pays leader, la Suède, normalement ce sont les pays nordiques les leaders. Mais qu'est-ce que cela signifie en capital intangible? Nous voyons qu'il y a plus d'investissements en innovation dans ces pays. De fait, cela représente 9% pour la Suède. Mais voyons l'Espagne, puisque nous sommes en Espagne et cela va vous intéresser. Ici, l'Espagne. Elle investit plus que la Grèce, certes, mais ce n'est pas beaucoup. Nous voyons qu'on n'investit pas beaucoup en Espagne. L'Espagne se situe tout à fait à gauche du graphique. Les pays méditerranéens, de fait, n'investissent pas beaucoup en R+D plus I. Nous parlons de l'R+D plus I scientifique. Je suis d'accord avec le rapporteur précédent pour dire que l'éducation et la recherche sont les moteurs de la croissance. L'éducation et l'innovation sont très importantes pour la croissance économique. L'Espagne investit peu en I+D scientifique, ce qui est important pour les entreprises, mais non plus en marque, en capital, d'organisation, ni en structure de l'organisation, alors que d'autres pays investissent beaucoup plus. Ici, nous voyons le R+D scientifique, formation du personnel, et nous voyons qu'il y a une relation. Là où les pays investissent beaucoup en R+D, ils investissent beaucoup en formation du personnel. En Espagne, nous nous situons là. L'investissement, dans aucun des cas, n'est important, alors que les pays nordiques, la Finlande, l'Allemagne investissent beaucoup en I+D, également en formation, en R+D. La structure de l'organisation, c'est un peu moins évident. Nous ne voyons pas qu'il y ait une relation directe. C'est une variable plus indépendante. Cela signifie que des pays comme le Royaume-Uni investissent beaucoup en infrastructure de l'organisation, c'est-à-dire qu'ils se spécialisent en secteur service.
la restructuration de l'organisation est plus importante que le R+D scientifique. C'est également le cas de la Belgique, la Hollande. L'Espagne investit très peu dans tous ces domaines. Il faut savoir que l'Espagne est cependant la 4e économie. L'Allemagne, France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne. C'est une économie importante. Et cependant, le résultat en termes de R+D, les résultats sont très mauvais. Dans certains cas, l'Espagne ne fait pas correctement les choses. Et comme l'Espagne est une économie importante, cela représente un problème pas seulement pour l'Espagne, mais pour l'ensemble. Nous voyons ici une comparaison entre le capital tangible et intangible. L'Espagne investit plus en capital tangible, le bâtiment, etc. Mais comme nous l'avons vu, elle n'investit pas beaucoup en capital intangible. La comparaison ici, nous voyons que pour l'Espagne, la relation est négative, le rapport est négatif puisqu'on investit peu en capital intangible. Par contre, pour les pays les plus riches, nous voyons que la situation est différente. Les pays riches investissent en capital intangible. Est-ce que c'est cela qui fait qu'ils soient plus riches ou c'est quelque chose d'automatique? Je pense personnellement, je pense que le capital intangible est très important pour la croissance économique et nous devrions arriver à la conclusion que l'Espagne devrait investir davantage en capital intangible. Ici, une comparaison. Nous avons cherché la cause et les effets. Nous pouvons voir qu'il y a une association entre l'efficacité d'un gouvernement et l'investissement en R+D. C'est-à-dire qu'apparemment, du moins théoriquement parlant, et il est important de dire que c'est théorique, il semblerait qu'il faut un gouvernement efficace, des structures efficaces, efficientes, qui arrivent à attirer l'investissement en R+D, mais pas simplement R+D, mais capital également tangible et intangible. Je termine ici ma présentation. J'ai dit que l'innovation est importante, mais l'éducation également. L'éducation s'est beaucoup améliorée, de façon drastique même, dirais-je, en Espagne. Il y a beaucoup de personnes qui ont acquis un niveau important. Mais il y a également la qualité des universités. J'ai analysé ce ranking des meilleures universités. Les 200 meilleures universités au monde, c'est aux États-Unis qu'il y a le plus d'universités excellentes, Royaume-Uni, Allemagne, mais où se situe l'Espagne? Là. L'Italie non plus. Là, l'Italie n'apparaît pas. L'Espagne a quelques universités. Voilà le total. Combien de diplômés universitaires il y a par pays? Ensuite, nous le comparons au nombre d'habitants. Une fois que nous aurons fait ce travail, nous voyons que le Royaume-Uni est le leader, puis les États-Unis. Si vous voulez une bonne éducation pour vos enfants, vous savez où vous devez les envoyer, à l'université au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Puis vous voyez le reste, également la Chine. Mais apparemment, ils n'ont pas autant de diplômés universitaires ni d'universités très bonnes. L'Espagne n'obtient pas non plus de très bons résultats. Merci Félix Roch de votre présentation si intéressante. Il y avait un autre résultat. Il y avait 50 universités de moins de 50 ans. Il y avait 4 universités espagnoles. Ça, c'est une question intéressante aussi. Dans le débat, Lucía Recalde Langarica. Lucía Recalde, qui est chef d'unité de l'Institut européen d'innovation et technologie de coopération université-entreprise, va prendre la parole. Bonjour, tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Carlos Dembélez de m'avoir invité à prendre part à ce débat si intéressant. Et je voulais m'excuser parce que le seul PowerPoint qui sera en espagnol, c'est le titre. Les autres sont en anglais. Mais mon intervention sera en espagnol. Et
Je voulais souligner dès le début que le point de départ que j'ai pris, ce n'est pas exactement en ciblant sur la science, mais plutôt sur l'innovation, parce que la science va arriver maintenant, et j'espère que ce ne soit pas une observation trop osée, est un ingrédient nécessaire, mais pas suffisant pour contribuer à l'innovation. L'importance de l'innovation dans la croissance économique est bien démontrée. Je ne vais pas en parler maintenant, d'autres rapporteurs l'ont déjà fait avant. Mais je voudrais souligner le point suivant. Carlos en a parlé également, c'est l'innovation est paradoxale en Europe. Nous avons une base scientifique excellente, mais un grand défi que nous avons, et nous devrons l'affronter, c'est comment traduire, comment mettre sur le marché ce produit de la connaissance et le transformer en produit, service et nouveaux modèles de négoce. Premier exemple. Voici comment contribuent à l'innovation les sociétés d'après leur âge, depuis leur création. Carlos vient de dire également que la connaissance est multipliée par 2 et s'accélère encore plus depuis certaines années. La contribution des entreprises créées depuis 25 ans jusqu'à l'innovation en Europe ne représente que 2%, alors qu'aux États-Unis, ceci représente 21%. Donc, nous pouvons déduire de ceci que le décalage entre la production de connaissances et la traduction, le déploiement de cette connaissance dans le marché augmente d'une façon très significative et qu'en Europe, nous dépendons encore énormément des entreprises qui ont été créées lors des premiers 25 ans du XXe siècle. Il faut y réfléchir parce qu'un des grands défis sera de voir comment nous pouvons utiliser et créer des entreprises à haute valeur technologique en utilisant cette excellence technologique que nous avons et pouvoir les convertir en les Google ou Facebook de l'avenir. Voici un autre exemple. Stéphane a déjà parlé ce matin de la même chose. Nous ne sommes pas mis d'accord pourtant, mais en Espagne, il est plus facile de fonder une entreprise dans un garage. On n'a pas de problème de bruit, mais il y a beaucoup d'autres problèmes. En Europe, il manque un peu l'esprit entrepreneurial. Les institutions éducatives, et excusez-moi si je suis provocatrice, donnent de l'éducation à des étudiants pour qu'ils soient excellents salariés, mais pas entrepreneurs. Il faut montrer à nos étudiants, à nos scientifiques, qu'ils deviennent entrepreneurs. Les étudiants européens qui partent au Silicon Valley sont aussi entrepreneurs que les Asiatiques ou les Américains. Alors, quels sont les éléments de l'écosystème qui font que ces Européens, lorsqu'ils vont là-bas, sont inoculés par ce virus de l'entrepreneuriat et que ça marche là-bas? Il y a Stéphane Lehner en a parlé ce matin. Le capital risque et le manque d'un marché européen de capital risque est un élément important, mais il y en a d'autres liés à l'éducation, surtout à la culture. Prendre un risque, avoir une attitude un peu innovatrice, prendre des risques aux États-Unis est un élément important lorsqu'on présente un CV. C'est un élément positif. Mais ici, cela va pénaliser une personne pour le reste de sa vie professionnelle. Donc, on va réfléchir un peu avant de se décider à sauter dans l'eau et créer sa propre entreprise. On va y réfléchir à 2 fois. Un autre élément dont ont parlé les autres rapporteurs, et je voudrais souligner encore ce sujet. Nous en sommes en pleine révélation technologique complexe d'accélération et la connaissance n'est pas dans des silos. Les scientifiques d'un côté, les entreprises d'un autre, les universités ailleurs. Il faut créer de nouveaux modèles de travail et d'interaction entre tous ces acteurs des processus de la connaissance. C'est ce que nous appelons le triangle de la connaissance, dont l'objectif est d'être plus efficace, que les centres de technologie, les universités, les entreprises et les PME doivent agir entre elles.
Ceci est une réalité dans des pays nordiques comme en Suède et au Danemark, mais ce n'est pas une réalité dans d'autres pays européens. Et surtout dans le contexte économique si dur dans lequel nous sommes plongés, ce travail d'ensemble, cet alignement doit permettre d'avoir de nouveaux modèles de gouvernance et un effet levier bien plus important pour un financement, malgré un financement qui va être assez pauvre à l'avenir. Et maintenant, je voudrais parler d'une initiative assez récente, lancée par l'Union européenne, récente parce que cela a été créé en 2008 et c'en est à ses balbutiements encore. Le EIT, je veux dire dès le début qu'il ne s'agit pas de créer le MIT européen, aucun doute à ce sujet. Quel est l'objectif de cette initiative, le EIT? C'est renforcer la capacité d'innovation de l'Union et de ses États membres pour contribuer au développement économique et à la compétitivité. Et comment faire ceci? C'est ça la partie intéressante. Grâce à l'intégration complète des trois côtés du triangle de la connaissance. Et je voudrais souligner ceci parce que le EIT est la seule initiative européenne dans le cadre de l'horizon 2020 qui couvre tout le cycle de l'innovation, depuis l'éducation jusqu'au marché. Il y a beaucoup d'initiatives qui couvrent une partie. Par exemple, dans le passé, elles se sont ciblées sur la stimulation de la coopération entre les industries et la recherche. Mais c'est la seule initiative qui inclut également l'éducation comme faisant partie et au même niveau de ce triangle et au même niveau que les deux autres. L'éducation, souvent, a été un peu le paravent pauvre, le pauvre petit canard qui a été laissé de côté, qui n'ont pas participé au processus d'innovation. Quels sont les objectifs donc de ce EIT? Provoquer des idées qui puissent se traduire rapidement dans de nouveaux produits, services et modèles d'affaires. Deuxième point, les découvertes scientifiques au laboratoire doivent déjà faire réfléchir à leur traduction en termes de marché pour le bien-être de la société. C'est important. Troisième point, c'est très important, est-ce que grâce à de nouveaux diplômes, nous puissions transformer le système éducatif et que nos étudiants brillants puissent avoir les connaissances et les capacités nécessaires pour devenir les entrepreneurs de l'avenir. Que fait l'EIT? Il travaille à travers ce que nous appelons les communautés de la connaissance et de l'innovation, KICS en anglais. Les KICS ne sont pas des réseaux ni des consortiums. Ce sont des associations. Et ça, c'est très important parce que ces associations sont complètement intégrées. Quelle est la valeur ajoutée de ces KICS? Communauté de la connaissance et de l'innovation. Ce sont des institutions juridiques de plein droit, dirigées par un directeur exécutif, en se basant sur 3 piliers et un plan de négoce. Les centres de technologie dans les universités, on leur demande de travailler sur une logique d'affaires. Un autre élément très important, c'est que cela combine une perspective stratégique à long terme avec une flexibilité annuelle. Les investissements nécessaires, souvent, lorsqu'on travaille sur une logique de 3 ans, ni les entreprises ni les centres de recherche ne peuvent commencer. Les KICS ont un délai de 7 à 15 ans, qui vont bien au-delà des 7 années de budget de l'Union européenne, mais ils ont en même temps la souplesse pour adapter leur plan de négoce sur un contexte économique très dynamique. Et c'est ce qui attire la participation privée. Ce que nous voyons, c'est que la participation privée augmente, alors que dans le reste du programme cadre, cette participation privée diminue. Nous pensons donc que cela peut être un outil intéressant pour pouvoir créer ces ponts entre le financement privé et le financement public. Et finalement, un autre élément intéressant de ces KICS,
c'est qu'ils travaillent sur une base virtuelle avec une composante territoriale très forte, ce qu'on appelle en anglais co-location centers, des centres de co-location. Il y a 3 centres qui se sont créés sur plusieurs points très importants. Adaptation et diminution des changements climatiques, les technologies de la communication et information et l'énergie durable. L'Espagne est très présente de co-location à Barcelone. Et c'est l'Université Polytechnique de Barcelone avec Iberdrola et Ciemat tout autour des énergies durables. Et puis, il y a un climat dans la région de Valence. Stéphane, ce matin, nous a parlé du budget communautaire. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que l'augmentation la plus importante de tout le budget communautaire dans un contexte qui a diminué, ça a été pour l'EIT, qui va passer de 300 millions d'euros à 3 milliards, ce qui démontre l'engagement de la Commission pour ce projet, cette façon de faire de l'innovation. Quelles vont être les priorités de cet institut à l'avenir? Consolider les 3 communautés dont je vous ai déjà parlé, créer un maximum de 6 communautés de plus. Une priorité très importante, c'est que cette connaissance qui est en train de naître dans ces KIC ne soit pas utile simplement pour les partenaires de ce KIC, que ne soit pas le club de certains ou une élite, mais cette connaissance doit être diffusée sur tous les territoires européens pour que d'autres parties de l'Europe puissent apprendre de modèles innovateurs et puissent les adapter à leur territoire. Pour ceux qui peuvent s'intéresser à ce sujet, quels vont être les nouveaux KICs proposés par la Commission à l'avenir? La Commission, évidemment, et ceci est discuté au sein du Parlement et du Conseil, c'est un marathon. Nous en sommes au kilomètre 5 et pour finir le marathon, on a encore beaucoup de chemin à suivre. Mais la Commission a proposé de créer de nouvelles communautés dans la santé et le vieillissement actif, l'alimentation à l'avenir et les matières premières y incluent l'extraction, le recyclage, etc. Ce seraient les mobilités urbaines, la fabrication à valeur ajoutée, ce serait pour plus loin. Cet institut ne va pas résoudre les problèmes en Espagne. C'est un projet de plus pour l'horizon 2020 ou 2020. Mais ce sont de nouveaux modèles d'innovation, de gouvernance et de financement. Et j'en finirai en invitant et en appuyant les entreprises et les centres technologiques espagnols et les universités à participer de façon plus active dans ce projet qui a un potentiel important pour concevoir de nouveaux modèles d'innovation. Merci beaucoup, Lucia Recalde. Nous allons maintenant écouter Carmen Bella, secrétaire d'État à la recherche, développement et innovation, connue par tous, surtout les journalistes, parce qu'elle était la directrice d'une entreprise, Ingeniasa. Et lors du colloque, elle pourra nous parler de privé et public. Lorsque quelqu'un prend la parole, c'est pour émettre des idées, parler d'opinions. Mais il me semble que, compte tenu de ma responsabilité, vous voulez, au-delà des idées, vous voulez écouter parler d'action et d'exécution. Bien, action et fait. Ce que réellement nous sommes en train de faire dans ce schéma que nous avons vu de la science en Europe. Et je suis ravie d'avoir à vous parler de ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y a eu beaucoup d'opinions et beaucoup d'idées versées là-dessus. Et je vais essayer, si vous êtes d'accord, comme il y a eu beaucoup de choses intéressantes, je vais
essayer de voir si nous travaillons sur les idées déjà émises et ce que nous faisons. Après incorporation au secrétariat d'État et après la surprise budgétaire, et je n'en parlerai plus pendant ces 10 minutes, nous avons défini une stratégie, toute une série d'actions qui nous permettent de travailler correctement. Une concerne le développement de la science. C'est presque un mandat légal et c'est à quoi nous nous employons. Une autre des actions doit obligatoirement être la priorité. Comment allons-nous organiser de façon créative et avec peu de budget, comment allons-nous organiser la situation de la science en Espagne? Il faut fixer des priorités avec des critères d'excellence. La science dépend de la qualité, l'excellence, et cela va être le critère de priorité que nous allons utiliser. Un troisième volet est toujours dans la ligne de cette déficience du financement privé, concrètement de financement, pas seulement de financement privé, seulement financement, pas financement et exécution, non, financement. Et en ligne avec ce qu'a dit Carlos Martinez, par rapport à d'autres pays qui font les choses très bien et qui n'exécutent pas mais qui soutiennent le financement. Nous avons commencé à travailler et nous avons beaucoup progressé. Dans 2 semaines, nous aurons un document concernant 4 groupes de travail organisés au sein du secrétariat d'État avec les stockholders, financement en Espagne, fondations, banques, grandes entreprises. Nous avons organisé 4 groupes de travail pour analyser les meilleures conditions ou des conditions différentes, l'impact fiscal sur le R+D+I. Nous avons travaillé sur le thème de fonds éthiques, responsabilité corporative et mécénat et micro-mécénat. Nous espérons disposer du document sous peu et si tout va bien, pour le mois de septembre-octobre, nous aurons une réunion où nous serons capables d'expliquer à tous à quelle conclusion nous sommes arrivés et ce que nous pouvons faire à partir de là. J'ai été très surprise de me rendre compte de combien est le financement privé. Je pensais que c'était moins. Il y a vraiment des banques et autres instances qui parient pour la recherche et même dans une époque qui n'est pas des meilleures, ils continuaient à miser là-dessus. Peut-être même plus que dans le passé. Un autre thème important également, c'est l'aspect international. La science, sans avoir un caractère global, n'a rien à faire, ça n'a aucun sens. Nous avons déjà vu que nous ne devons pas seulement être capables de faire beaucoup de choses, mais nous devons être prêts à appliquer des choses que font d'autres. Il n'y a plus de barrières et donc il faut en tenir compte. Et dans cet aspect international, il faut se rendre compte que l'union internationale, et c'est ce qui nous réunit aussi, l'Europe est très importante. Nous avons participé assez bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas obtenu le retour, ni même du point de vue économique, nous n'avons pas obtenu le retour escompté. Le capital et les possibilités d'interaction entre nos scientifiques, nos technologues et innovateurs et ceux qui sont à l'extérieur est quelque chose de fondamental pour croître. Et les choses ne sont pas ne sont pas faites correctement. C'est vrai que nous avons amélioré, si nous voyons le 6e programme cadre par rapport au 7e, nous avons progressé. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore de la marge pour nous améliorer. Nos entreprises participent bien. Les données à notre disposition, c'est 2,5 fois et demi mieux que les entreprises européennes, mais nos universités à la moitié de ce que font les universités européennes. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de marge. Et comme nous sommes en Europe et nous pensons que nous devons être des acteurs importants en Europe où nous représentons une puissance économique, eh bien nous avons
commencer à faire des activités pour promouvoir certains aspects. Les faits sont, d'une part, créer des gestionnaires de projets européens et nous allons chercher des personnes capables de résoudre, de surmonter les problèmes administratifs, les obstacles du travail qui parfois retombent sur des chercheurs pour répondre aux projets. Et puis, il y a tout l'aspect de formation générale pour augmenter la participation de nos chercheurs. Parce que les chercheurs existent et dans beaucoup de cas, ils sont excellents en termes de R+D. Nous n'avons pas là encore le retour que nous devrions avoir. Et nous devons collaborer, nous devons faire quelque chose. Le 10 et 11 septembre, nous allons organiser un cours à l'université Menéndez Pelayo concernant l'excellence de la science et la participation R et +D. Il y a d'autres activités que nous vous communiquerons. Comme nous ne devons pas seulement travailler au présent, puisque c'est un programme cadre et qui bientôt prendra fin, nous devons nous positionner pour le prochain, pour être capables d'avoir une place en Europe. Et j'insiste de nouveau, cela va au-delà de simple budget. Le budget, on en a parlé et on en reparlera, les millions qui peuvent se multiplier. Les 60, si on participe bien, on pourra parler de milliards par an, 1 milliard par an pour la science espagnole, ce qui est intéressant, 10 milliards pour les PME. Mais en plus de tout cela, ce qui est important, c'est qu'à l'heure de définir le programme, à l'heure de savoir qu'est-ce que nous allons faire et comment, la science et l'innovation doivent être là depuis le début. La science et l'innovation espagnole. Nous avons beaucoup travaillé, les quelques jours, dès le début, nous avons commencé à travailler en collaboration étroite avec la présidence danoise qui avait un agenda pour arriver jusqu'à hier avec l'approbation de l'orientation générale partielle. C'est quelque chose de compliqué. Les gens de Bruxelles le comprennent. Disons que c'est un avant-projet sur lequel nous sommes tous d'accord et à partir duquel nous commençons tous à travailler. Mais c'est un premier pas important qui a été approuvé hier. Je ne dirais pas à l'unanimité parce que Malte a voté contre, enfin avec une présence importante de tous les intervenants. Et nous avons participé beaucoup. Et nous avons fait un exercice énorme de réflexion. Nous avons voulu que le programme soit de tous, parce que parfois il y a des instruments qui n'existent pas. Non, nous voulons être là depuis le début et c'est l'exercice que nous sommes en train de faire pour ensuite obtenir tout le retour au moment approprié. En plus de cette activité internationale, il y a encore une ligne stratégique que nous nous étions fixée au secrétariat d'État et qui concerne les ressources humaines. Vous voyez que je suis pratiquement ce qu'a dit Carlos Martinez. Les ressources humaines, on en a déjà parlé, c'est l'avenir. C'est vrai que nous devons travailler au présent, mais pour le futur. Les personnes qui font de la science et dans un système aussi vieilli comme celui que nous avons en Espagne, par exemple, le Conseil supérieur de la science, la moyenne de nos chercheurs est autour de 57-58 ans. Il y en a qui parlent de 54, mais de toute façon, nous sommes dans une situation très préoccupante de ce point de vue-là, donc nous devons travailler aux ressources humaines. Même en situation de déficience budgétaire, je voudrais que pour nous, c'est la première priorité. Et nous travaillons précisément pour incorporer des chercheurs au système. Peu importe qu'ils soient fonctionnaires ou pas, nous voulons des personnes qui travaillent d'une façon stable. La science nécessite quelque chose de continu. Il faut éviter les dents de scie parce qu'on obtient beaucoup quand il y a de l'argent et on perd beaucoup quand il n'y en a pas.
ce qui est un danger. Nous devons travailler et nous travaillons, je vous le dis à l'avance. Nous sommes en train, le président Rajoy, leader de l'opposition Rubalcaba également, l'a commenté. Ils se sont mis d'accord pour travailler pour la science. Nous avons déjà commencé et l'idée est plus le budget est important, mieux, mais plus il est stable, mieux. Pour faire des politiques scientifiques, nous avons besoin d'un cadre où nous serons capables de travailler. Avec ces lignes générales, je voudrais simplement dire quelques mots sur l'horizon 2020 qu'on a déjà commenté et qui présente un avantage, à savoir l'impact budgétaire est très important. On postule pour la première fois un nouveau parcours pour la recherche R+D+I à partir de l'idée jusqu'au marché. C'est tout à fait en ligne avec ce que nous sommes en train de faire et conformément à la loi de la science, définir les stratégies et les plans nationaux à tel point que nous ne sommes pas en train de faire une stratégie de l'innovation et autres. Non, non, il y a un groupe qui fait les stratégies. À un moment donné, nous devrons les diviser, mais nous saurons qui fait quoi et elles seront très réunies. Il n'y aura pas de gap entre la recherche et l'innovation. Il y a l'innovation et la recherche. Divisées, mais pour faire un parcours continu. Je crois qu'il y a également l'importance que l'horizon accorde aux PME. Notre territoire est un territoire particulièrement plein de PME. Nous voulons que ce soit de 20%. Nous aimerions que ce soit obligatoire, mais la Commission parle de conditionnel. Et il y a beaucoup de pays qui sont également dans cette ligne. Et nous appuyons également une idée innovatrice en Europe, qui est un débat, l'adaptation du programme SME américain. Il s'agit d'entreprises technologiques qui demandent des ressources, qui participent à des offres de ressources économiques, mais comme si elles étaient une seule entreprise. C'est tout à fait innovateur. En Europe, cela n'existe pas. Il y a des pays qui disent qu'on perd le concept européen, mais si nous voulons qu'il y ait des entreprises issues de garages, ces entreprises nouvelles qui soient capables d'en rompre certaines synergies que nous avons en Europe, eh bien, nous devons faire des choses différentes. Et s'il y a une entreprise qui arrive avec une idée très bonne, qu'elle vienne d'où qu'elle vienne, eh bien, soutenons-la, appuyons-la, parce que les bénéfices et les retours seront pour tous. Nous appuyons l'augmentation, l'accroissement de fonds pour le European Fund Council et le Marie Curie. Je crois que cela a donné de très bons résultats. Nous serons présents. Et l'Espagne appuie également l'idée que vous a présentée Monsieur Recalde du EIT. Nous voulons discuter des nouvelles propositions. Il y en a que nous aimerions voir au début, l'industrie avec une grande valeur ajoutée. Peut-être que nous y arriverons. Nous aimerions que ce soit situé en premier lieu. En tous les cas, nous pensons que c'est une bonne idée que nous devons encourager. Et en 2007, nous saurons si l'argent que nous avons investi est correctement investi. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui rompt avec les synergies du passé. Je vais terminer là et je suis à votre disposition pour répondre à vos actions concernant tout ce que nous sommes en train de faire. Merci Carmen Bella. Je ne suis pas sûre qu'on puisse ne pas parler de budget pendant le débat. Mais j'ai une question peut-être un peu naïve, après vous avoir écouté tous, puisque c'est tellement important. Puisque, comme l'a dit Carlos, nous savons quelle est l'importance de la recherche pour la croissance économique. Ce n'est pas une nouvelle subite. Et ça fait longtemps qu'on en parle. Ce matin, on en a parlé. Si on en a tellement parlé, pourquoi sommes-nous là où nous sommes? Si la recherche est aussi importante que la croissance, pourquoi faisons-nous une réduction des budgets pour la recherche? Pourquoi depuis longtemps on n'a pas investi tout ce qui était nécessaire pour pouvoir atteindre de meilleurs résultats?
L'exemple des États-Unis et d'autres pays nous le démontre. Pourquoi l'Europe n'a pas fait ses devoirs, ce qu'elle aurait dû faire depuis de nombreuses années? Nous avons donc un premier tour de table. Je suis sûre que vous avez votre opinion à ce sujet. Je peux commencer? La réponse est très facile. Nous sommes convaincus que telle est la façon d'agir. Nous qui sommes ici assis autour de la table dans le Conseil de compétitivité, nous étions ensemble tous ceux de la recherche. Nous étions tous d'accord. Et je me posais la même question dont nous voulions descendre à l'étage en dessous où se trouvaient les autres qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Et cette idée aussi évidente, ce n'est pas un problème de l'Espagne, c'est un problème bien général. Les difficultés d'autres secteurs, d'autres époques de l'économie en général nous affectent un peu trop. Ceux qui sommes convaincus, nous sommes très convaincus. Il faudra commencer à travailler dans d'autres forums. Nous n'avons pas pu convaincre les autres. Il semble bien que non, compte tenu des résultats. Je crois que les données économiques globales, ici il y a de meilleurs experts que nous, démontrent que cette affirmation est vraie. Nous la partageons. Et c'est vrai dans le monde de la science. Il est vrai que cela empire au fur et à mesure, au fil des ans. Une grande partie des innovations que nous avons, le vin, la bière, la roue, ne sont pas des résultats d'un progrès scientifique, ce sont des innovations. Mais ce processus a beaucoup empiré pendant ces dernières années. Il faudrait voir un film de 10 minutes de Shakira. Ce n'est pas scientifique. Je vais regarder sur Google si Shakira est scientifique. Non, non, c'est pas vrai. Mais par contre, Shakira, qui chante, semble-t-il, et qui semble... Elle est bien reconnue comme chanteuse, même parce qu'elle a vendu 50 ou 70 millions de disques, a enregistré dans cette vidéo une présentation. Elle a fait une présentation de 10 minutes aux étudiants d'Oxford et qui dit la même chose. Le progrès est si extraordinaire actuellement. Nous allions en voiture à 20 km par heure. Maintenant, nous allons en voiture à 200 km par heure. Si vous n'investissez pas en éducation et en recherche, vous n'aurez même pas de voiture. Vous ne pourrez même pas voir la voiture. Elle recommande aux étudiants d'Oxford de se rendre compte de la responsabilité extraordinaire qu'ils ont pour l'avenir. Il y a des hommes politiques de toutes les couleurs. Monsieur Hollande, en France, lorsqu'il a pris possession de son poste sous une averse, il a d'abord visité la tombe de Marie Curie, c'est la recherche. Deuxième fois, il est allé voir l'autre tombe, le promoteur Jules Ferry, le promoteur de l'éducation laïque. Il a envoyé un message évident. Mon mandat, c'est l'éducation et la recherche. C'est ce que nous ne faisons pas en Espagne. Avec ma véhémence pour appuyer la recherche, j'ai déjeuné avec un président d'une région autonome qui a beaucoup participé à la naissance de la démocratie dans notre pays. Et il a dit, oui, il m'a dit que, bon, à l'époque, on avait d'autres chats à fouetter que la recherche. Oui, mais maintenant, on n'a pas d'autres chats à fouetter. Personne n'est allé à la tombe de Ramón y Cajal. Ils ne sont pas allés voir nos chercheurs, nos technocrates de l'éducation, parce qu'ils ont vécu dans un monde très différent. Nous n'avons pas eu de politique qui ait voyagé dans le monde. Mais nous aurions aimé avoir des gens qui auraient étudié à Oxford, Cambridge ou MIT. Nous n'avons pas eu d'hommes ou femmes politiques qui aient ce bagage. Bon, nous sommes arrivés peut-être en retard au phénomène de l'éducation, de la créativité, parce que nous avons eu 40 ans de dictature, alors que d'autres pays participaient déjà à la liberté que nous n'avons obtenue que bien plus tard. Donc, il y a un phénomène d'hystérésis qui a retardé la mise en œuvre de toutes ces initiatives. Mais c'est un problème européen, pas simplement. Oui, j'y arrive alors. Alors, nous sommes allés assez vite. Nous sommes devenus très compétitifs très rapidement. Mais nous n'avons pas
d'université entre l'élite universitaire. Mais comment élabore-t-on les rankings? Mais il y a une institution publique de recherche qui est le Conseil supérieur de recherche scientifique, se trouve au poste numéro 9. C'est pas mal pour nous. D'après ces rankings, nous avons 4 universités parmi les 50 premières. En Europe, nous sommes 27 pays. Il est absolument impossible, et c'est évident, avec les réformes financières, qu'il n'y a pas de politique commune. Et pourquoi? J'en finis. Je soulignerai un livre de Claude Allègre, un scientifique que vous connaissez, qui a mis en œuvre le programme Erasmus, qui a écrit un livre intéressant. Ministre de l'Éducation en France, il a écrit un livre qui s'appelait « La société vulnérable ». Et dans ce livre, il disait « L'expérience la pire pour moi, ce sont les hommes et les femmes politiques. La politique, c'est terrible. Comme ils sont incapables d'avoir une vision, ils utilisent le principe de précaution qu'ils appliquent tard et marre. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ici, il y a 3 hommes ou femmes politiques, alors. Donc, c'est très intéressant que tu parles de cette façon. Nous sommes 3 hommes ou femmes politiques ici, au moins. Je souligne, je répète. Je ferai encore plus d'autocritique. Je crois qu'il y a... Nous n'allons pas être trop longs à ce sujet, mais c'est le modèle productif en Espagne. Ici, il y a un modèle productif qui, pendant des décennies, bien que ça ait très bien marché du point de vue quantitatif, personne ne peut nier le progrès de notre pays depuis 30 ou 40 ans. Mais il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est un modèle de réglementation, d'application de brevets étrangers au lieu d'en inventer. Dans cette dernière étape, on a ciblé sur l'investissement immobilier à cause des capitaux qui venaient de l'étranger. Tout ceci a porté préjudice à la jeunesse qui, depuis 10 ans, le système éducatif s'est dépeuplé dans les segments supérieurs. Parce que ce qui était rentable, c'est d'aller vers une économie qui ne produisait pas de structure durable et de modèle économique stable. Quant à l'Union européenne, il y a 2 problèmes. D'abord, l'économie européenne, depuis longtemps, dans son ensemble, pas tous les pays, pas l'Allemagne par exemple, ce qui explique pourquoi l'Allemagne marche bien. C'est une économie, je répète, qui cible sur les services. Il y a un abandon de la politique industrielle au sein de l'Union européenne. Et c'est énorme, cet abandon. Il n'y aura pas de rôle de l'Europe du point de vue économique si on ne récupère pas cette politique industrielle. Carlos a parlé aussi d'un autre problème. Bien que nous parlions de l'Union européenne, lorsque nous parlons de monnaie, il y a 17 pays qui ont l'euro et 10 qui ne l'ont pas. Lorsque nous parlons du modèle social, le Royaume-Uni ne se trouve pas dans le modèle social européen. Lorsque nous parlons de politique et du traité fiscal, et il y a des pays qui se trouvent au sein du traité fiscal et d'autres pas. Il y a une image éloquente qui semble une boutade. L'Union européenne, ça semble plutôt un oignon européen. Il y a beaucoup l'oignon a beaucoup de pelure. Et il y a encore une image pire. On dit, lorsqu'on applique ce qu'a dit Kissinger, quand on appelle l'Europe, on ne sait pas quelle compagnie utiliser. Si vous voulez connaître la position allemande, cliquez sur le 1. Si vous voulez connaître la position britannique, cliquez sur le XXX, etc. C'est un problème. G8 à Camp David. Il y a une table avec une personne qui représente les États-Unis, un autre le Japon, un autre la Russie, un autre
n'importe qui. Et puis, il y a le président de la Commission européenne, le président français, le premier ministre italien, la chancelière allemande. J'oublie quelqu'un? L'anglais? Cameron, oui. C'est un problème structurel. Et en Espagne, en plus, et ça, je vais taquiner Carlos maintenant. Marie Curie. Monsieur Hollande s'est approprié de Marie Curie. Et nous, on ne veut pas que Severo Ochoa... On dit que Severo Ochoa n'est pas un prix Nobel 100% espagnol. C'est une différence très intéressante. Je vous remercie d'être aussi bref et concis. Et encore plus à partir de maintenant. Nous n'avons plus que 15 minutes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de questions intéressantes, aussi bien celles que j'ai écrites que celles que vous auriez. Les dents de scie ou le galop du cheval et le trottinement de l'âne. Comment éviter ceci pour que la formation que nous avons investie, les Ramon et Cajal, ne sachent pas où aller? C'est un problème que nous avons sur le tapis. Que faire au bout de 5 ou 7 ans de formation d'étudiants de grand niveau? Comment peuvent-ils trouver une stabilité pour faire de la recherche aussi bien en Europe qu'en Espagne? Que faire dans ce sens-là? Tâche concrète, c'est présenter un amendement qui permette l'incorporation de chercheurs. C'est là. C'est sur ce domaine que nous travaillons. L'incorporation de fonctionnaires, sauf quelques exceptions, est absolument paralysée dans le système, d'une part. D'autre part, ouvrir les esprits de certains de ces chercheurs et la porte de certaines entreprises pour que ces gens puissent aller travailler dans des entreprises. C'est très important. Si nous parlons maintenant d'innovation, d'échange, la meilleure façon de communiquer ce que nous appelons les deux mondes, pendant que les stratégies, l'horizon 2020 travaillent, on a besoin de personnes qui connaissent les deux mondes, évaluer tout ce qu'il y a de bon dans chacun des deux mondes et remplir le gap. Nous allons faire une convocation pour que on puisse incorporer également des entreprises avec les chercheurs. Et ce sont des réalités sur lesquelles nous allons travailler. Il y a un accord entre le président du gouvernement et le leader de l'opposition, l'élaboration d'un cadre durable. La loi de la science a été approuvée par la majorité presque absolue. C'est un lien, un trait d'union très important. De fait, probablement, ça a été le support qui a permis que les présidents du gouvernement et de l'opposition commencent à travailler. Je peux faire quelques petits commentaires. Chaque pays a ses propres priorités. Quant à l'investissement, l'Espagne avait une priorité. Ils ont investi dans l'immobilier avec leur propre argent et avec de l'argent étranger, des investissements directs qui sont arrivés en Espagne. C'est un problème du logement maintenant, mais c'est un problème que personne ne prévoyait. Avec la crise de 2008, cela est devenu la crise la plus importante dans la zone euro. Et maintenant, on a construit tellement de logements qui sont inutiles maintenant. Personne n'a besoin maintenant de briques et de ciment. Deuxième point, l'efficacité du gouvernement. Ça, c'est un bon indicateur. Très près de la corruption, ou est-ce que c'est l'aide d'une région? Et puis, l'Espagne ne marche pas très mal dans ces indicateurs, mais ne marche pas très bien non plus. Les Méditerranéens ne marchent pas très bien lorsqu'on parle d'efficacité du gouvernement. Et personne n'investit dans le sud de l'Italie. Si les institutions ne marchent pas et si elles ne fonctionnent pas, l'investissement que vous faites dans l'innovation, l'éducation, ne partent dans un puits noir. On a besoin de bonnes institutions. Les fonds structurels n'aident justement le bâtiment
que pour construire des aéroports et des autoroutes. Je crois que l'Espagne est un parfait exemple de ces constructions qui ont été faites. On aurait peut-être il aurait mieux valu investir dans l'établissement d'institutions, dans des produits immatériels, formation du personnel, l'éducation. Et il faut réfléchir. Ceux qui ont dépensé les fonds structurels, ils doivent réfléchir sur le fait qu'ils n'ont pas été suffisamment bien investis, simplement dans la brique et dans le ciment au lieu d'investir dans d'autres domaines. L'établissement d'institutions, c'est très important, le capital social. Merci, Luciano. Bien, très brièvement. À propos de la réduction du budget de la recherche, je crois qu'en Europe, il y a un changement de tendance parce que le budget 2020 augmente de 48%, mais l'éducation, 72%. C'est vrai que nous sommes en pleine négociation pour savoir quelle sera la masse globale du budget communautaire, mais même les contribuables nets récemment ont envoyé une lettre écrite de façon très sibylline, mais on dit il faut réduire le budget, mais nous considérons comme fondamental l'investissement en éducation, innovation. Nous pensons qu'il est important de voir qu'il y a un changement de paradigme. En même temps, je crois que nous devons être conscients de quels sont les potentiels et les limites de ce que pourraient être les possibilités d'intervention au niveau européen. Nous construisons un espace européen de la recherche et l'espace de l'enseignement supérieur prendra beaucoup de temps parce que c'est basé sur des compétences nationales. Les compétences qu'a l'Union européenne en termes d'éducation sont réellement très limitées. Et cela fait qu'il y ait une diversité complète en ce qui concerne ce qui est en train d'être fait, aussi bien à la recherche et l'éducation. Et il y a des pays de l'Union européenne où le budget d'éducation et de recherche a augmenté de façon considérable pendant les dernières années. Et l'on continue dans cette voie. Donc je pense que généraliser, je crois qu'il faut être conscient que dans cette grande famille de 27 pays, ce qui la caractérise sur ces thèmes, c'est une diversité, et une diversité qui s'accroît. Je terminerai en disant que peut-être il y a une possibilité d'apprendre de ce qu'en font d'autres pays. Et par exemple, ces idées de promouvoir que les chercheurs puissent aller dans les entreprises, particulièrement dans les PME. Cela est déjà fait dans certains pays européens depuis longtemps. C'est peut-être la meilleure manière de pouvoir contribuer à accélérer l'accélération technologique grâce au talent. Le dernier message est celui-ci. Il y a peut-être une possibilité d'être créateur. Il s'agit de voir ce qui est en train de faire dans d'autres pays et dans un contexte de ressources limitées, voir comment intelligemment nous pouvons pas copier, mais du moins nous inspirant des bonnes pratiques, les bonnes pratiques qui existent dans d'autres pays. Je ne veux pas être pessimiste, mais je voudrais dire que parfois, nous sommes un petit peu agnostiques. Et là, je vais vous lire une citation. Et essayez de savoir qui a dit cela à quel moment. C'est un texte très court et le modérateur va me permettre de le lire. 1 minute. Après les efforts gigantesques que nous avons faits pour arriver là où nous sommes, il est impossible de revenir en arrière. Et le futur de l'Allemagne est en jeu, le destin de l'Europe et la civilisation occidentale. Un retard, même très petit, serait une catastrophe. Une opportunité comme celle-ci ne se répétera pas en Europe jamais. En beaucoup de décennies. Moi, je dis que mon destin est irrévocablement lié à cette cause. Imaginez qui a dit ces mots. Eh bien, c'est ni plus ni moins que Hitler qui a dit cela à von Paulus lors de la prise de Berlin. Donc, les mots, bien souvent, nous enivrent. Mais ce qui est important, ce sont les actions. Donc, revenons aux actions. Il y a un autre thème qui me semble intéressant et qui a été touché, l'implication publique et privée. À partir de l'étude, lorsqu'Henrique était au ministère à l'époque, qui s'appelait EPOC,
Il disait que dans certaines entreprises, plus il y a d'investissement public, moins il y a d'investissement privé. Les données qui ont été données d'augmentation, la croissance, ce qu'on a dit concernant le public et le privé, elles sont très différentes. Comment faire pour que l'entreprise privée se sente concernée? Je crois que la première chose à faire, c'est de fixer les objectifs, des objectifs raisonnables. Que les 2/3 de l'investissement en recherche viennent du privé, viennent du financement privé, moi, cela me semble un objectif qui n'est pas raisonnable. Et je dis cela parce que je l'ai toujours dit dans ma vie antérieure aussi. Nous n'avons pas de secteur industriel qui soit capable d'offrir cela. Et je reviens à ce que j'ai dit. Dans l'Allemagne, c'est différent, mais en Europe, notamment en Espagne, nous ne nous sommes pas préoccupés du secteur industriel. Nous avons un secteur industriel avec quelques exceptions, excusez-moi de généraliser, un secteur industriel qui s'est habitué à fonctionner très tranquillement, où l'innovation n'était pas indispensable. Nous avons un autre secteur industriel où l'innovation n'est pas seulement une nécessité, mais une qualité, une vertu. Mais nous n'avons pas un véritable secteur industriel. Donc nous devons promouvoir le secteur industriel et à partir de là, nous devons travailler. Le fait qu'il y ait de l'innovation et s'il y a quelque chose de positif dans cette situation de crise, et je crois qu'il faut faire quelque chose parce que le pessimisme n'aide pas, mais s'il y a quelque chose de bon, c'est qu'on voit quelles sont les entreprises qui sont en train de mieux se maintenir en situation de crise. Eh bien, ce sont les entreprises qui exportent. Et pourquoi exportent-elles? Eh bien, parce qu'elles sont en train de fabriquer des produits qui intéressent à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces produits? De l'innovation et de la technologie. C'est-à-dire que cela va au-delà de simples mots. C'est un fait et je crois que tout le secteur, toutes les industries sont en train de se rendre compte que cette réalité est cela et elles sont en train d'essayer de faire quelque chose. Et dans ce processus, les administrations doivent être présentes pour promouvoir, pour aider à ce que ce mécanisme existe. Il faut donc des objectifs possibles, promouvoir le secteur industriel et profiter de l'impulsion pour continuer de l'avant. La ponctualisation, c'est que moi, j'ai des cheveux blancs. Depuis que j'étais à l'université, depuis le début, l'université avait ce même problème de recherche, développement et innovation qui n'a jamais été résolu et qu'on n'a toujours pas résolu. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Deuxième thème très important, ceci n'est pas seulement le problème. À cela s'ajoute le fait que l'université et l'entreprise vont dans des chemins opposés. Presque opposés. Chacun allait suivait une voie donnée. Et la conclusion, cela ne serait pas important, ce serait une goutte d'eau dans l'Atlantique. Mais le problème, c'est que c'est ainsi dans beaucoup de choses qui finalement nous ont conduit là où nous sommes. Et finalement, ma requête, il y a ici des personnes importantes qui peuvent avoir une influence. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose. C'est indispensable. Je suis persuadée qu'on fera quelque chose. Que diriez-vous? Que dirait Carmen Bella, directrice de Ireniasa, à Carmen Bella, secrétaire du budget? Eh bien, je dirais que les personnes, nous changeons d'occupation, mais nous ne pouvons pas changer notre approche ni notre manière de penser. Eh bien, je dirais que le budget est mauvais. Je l'ai dit, secrétaire d'État, et je continue à le dire, vous le savez, c'est un budget qui n'est pas bon. Moi, j'ai toujours voulu qu'on continue à maintenir de façon stable parce que moi aussi, j'ai des cheveux blancs, mais grâce à l'innovation, et on ne les voit pas. Moi, j'ai vu ces schémas qui n'ont pas fonctionné, effectivement, et moi, j'aurais voulu trouver une solution. Et avec ce budget, je pense que ce sera difficile, mais également, je voudrais ajouter qu'à partir de là, nous devons commencer à travailler, voir comment nous rendons le système plus efficace, où sont les fissures. Il y en a, on a parlé de ciment, de briques, bon, eh bien, dans la science aussi, essayons de trouver les fissures et essayons de les fermer. Nous voulons que les personnes puissent communiquer. Oublions l'innovation par rapport à la recherche, les deux. Les choses ne pourront pas se faire du jour au lendemain. Nous ne pourrons pas trouver une solution du jour au lendemain. Comme
avec ce budget, nous ne trouverons pas de solution à beaucoup des problèmes. On a parlé tout à l'heure d'essence et de moteur. Moi, j'en ai souvent parlé. Nous avons un moteur qui ne fonctionne pas bien. Essayons de l'améliorer, le nettoyer, faire quelque chose pour qu'il fonctionne mieux et le préparer pour que quand arrivera l'essence, qui un jour arrivera, eh bien, quand l'essence arrivera, pour que ce moteur puisse marcher, que le système soit efficace et efficient. Vous vous félicitez? Vous félicitez pour les présentations qui ont été faites. Et c'est un luxe que de vous avoir ici réellement. Il faut savoir que pour le développement, on a également besoin d'une masse critique. Les États-Unis ont un potentiel industriel important. Il y a une masse critique que nous n'avons pas ici en Espagne. Mais peut-être serait-il intéressant de faire quelque chose, ce qu'a fait Kennedy à son époque, qui a donné un objectif au pays. Il a dit, nous devons arriver jusqu'à la Lune. Et tout le pays s'est occupé d'arriver à cet objectif. Il serait bon qu'en Espagne, nous fassions également, nous fixions un objectif. Nous disions par exemple, nous devons nous centrer là-dessus, là où nous avons le plus de possibilités. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée de travail, le futur de l'Europe, les paris pour la science. Bien, tout ce que nous avons dit peuvent se résumer avec ce qu'a dit Félix, la nécessité qu'il y ait des institutions, que les institutions fonctionnent de façon continue par-delà les personnes pour que nous puissions obtenir les bénéfices des investissements que nous faisons au fil du temps dans la science. Merci, Carlos Alonso, Felipe Guerrero, Lucia Recalde et Carmen Vela. Merci pour votre présence et votre patience ce matin. Merci.